Quand je suis rentrée, il était en train de tourner dans le garage et je lui dis qu'est-ce qui va pas? Il me dit France Info, 13 novembre 2024. J'ai voulu me suicider. Je lui dis mais pourquoi? T'es pas bien là? Il me dit non, j'arrive plus à gérer mon travail, j'arrive plus à faire la part des choses. Et j'ai dit en fait si tu m'en parles c'est pour me mettre au courant et que tu le feras pas. Il me dit oui c'est un appel au secours. Et puis en fait, il l'a fait. Et il a fait exactement ce qu'il m'a dit. Ce jour-là, Philippe Le Gall se pend dans son garage. Son nom s'ajoute à la longue liste des suicides chez Orange. Une trentaine depuis 2 ans sur 65 000 salariés, selon les syndicats. Il faut qu'on sorte de la position mère-poule. Ce sera un peu plus dirigiste que par le passé. C'est notre seule chance de faire les 22 000. Qui ne se souvient pas des mots terribles de Didier Lombard, alors PDG de France Télécom dans les années 2000, ce chiffre froid de 22 000 qui désignait le nombre de salariés qu'il fallait faire partir par la fenêtre ou par la porte, selon sa formule restée célèbre, révélée à l'époque par une enquête du Parisien. En janvier dernier, les dirigeants de ce qu'on a appelé l'affaire France Télécom ont été définitivement condamnés, tandis qu'à peu près au même moment, syndicats et salariés alertaient sur une nouvelle vague de suicides chez Orange. Alors est-ce le retour de ce spectre féroce qui hante bon nombre de secteurs et pas seulement dans les télécoms? Quel type de mécanique conduisent des salariés sur cette pente de l'acte fatal? Et plus généralement de la souffrance au travail? Quelle forme de gestion et d'organisation du travail cela met-il en lumière? Et de quels outils est-il possible de se saisir? Bienvenue. Perspective, le podcast de l'UJIC CGT. Clément Olivier. Avec nous en studio, Marie Peuzet, bonjour. Bonjour. Docteur en psychologie, à la fois clinicienne et vous avez été experte judiciaire. Et on peut dire que vous faites partie des pionniers au sein de votre discipline sur la souffrance au travail. En face de vous, côté syndical, Sophie Labrune, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de l'UFC CGT FAPT, l'Union fédérale des cadres CGT des activités postes et télécom. Et Christophe Cariou, bonjour. Bonjour. Représentant syndical CGT à Orange et élu au CSE de l'entité d'Orange dans laquelle vous travaillez. Cette émission, nous la faisons en partie à l'occasion de la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail qui est célébrée par l'ONU chaque 28 avril. Alors j'ai envie de commencer avec vous, Christophe Cariou. Il se trouve que vous avez perdu 2 collègues en quelques années. Et il y a quelques mois, le suicide de Philippe Le Gall, que vous connaissiez personnellement, a été reconnu comme accident du travail. Oui, tout à fait. Donc c'était mon collègue de bureau, hein, donc j'ai pu un peu voir la fin de la descente aux enfers de Philippe, qui a été particulière. Enfin, personne, là, on a tous été surpris de son passage à l'acte. Hein. Ça, c'est souvent le cas, apparemment, dans les cas de suicide. En tout cas, l'analyse qui en a été faite derrière, c'est qu'il y a quand même un processus qui s'était mis en place chez lui, en tout cas une dépression longue, liée au travail, liée à, on va dire, à la perte de sens de son travail. Et du coup, à cette... donc il faisait partie, il y a eu 3 suicides à SCE, donc dans l'entité dans laquelle je travaille, durant la période 2022-2024, et sur ces 3 suicides, sur les 3 personnes qui se sont suicidées, 3 salariés qui se sont suicidés, c'est des personnes qui étaient dans une activité qui était en décroissance. Oui, donc, c'est quoi un peu les parcours? Donc c'est des gens, là, dans l'entité dans laquelle je suis, c'est des métiers assez techniques, voire très techniques. Donc le métier de Philippe, c'était un métier de réseau. Il était sur des réseaux qui étaient plutôt en fin de vie. Donc il devait à moyen terme changer d'activité. Et ça, c'était d'autant plus compliqué qu'arrivé à un certain âge, il faudra un accompagnement qui n'a pas eu lieu à Orange, quoi. Aujourd'hui, malgré les discours, on va dire, de la direction d'Orange sur le fait qu'il y a un accompagnement des salariés, les moyens qui sont mis sont très insuffisants. Il se trouve qu'il a mis fin à ses jours chez lui et pas sur son lieu de travail. Ça a été reconnu comme accident du travail. Un mot là-dessus. Oui, donc en fait, il s'est suicidé l'avant-veille de son retour au travail, donc à la fin de son arrêt de travail. Et effectivement, donc il s'était reconnu en accident de travail parce qu'il y avait des éléments médicaux qui ont permis de le qualifier comme ça. Philippe se suicide en septembre 2023. France 2. Si les raisons d'un tel geste sont souvent multiples, 23 avril 2025. Son acte a été requalifié en accident du travail en octobre dernier. Je vous informe que le décès qui a suivi l'accident de M. Philippe fait l'objet d'un
d'une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Un soulagement pour ses proches, mais l'incompréhension, elle, demeure. C'est pas normal en 2023 que ça se passe comme ça, en fait. Il devrait y avoir beaucoup plus de communication. Il y a un ordre de grandeur, sans faire de comptabilité morbide, mais il y a un ordre de grandeur qui circule, à savoir une trentaine de suicides ces dernières années, chiffre repris dans une enquête de France Info qui est sortie en novembre dernier. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe ? Donc là, le chiffre précis que j'ai, moi, donc on n'a pas forcément une vision exhaustive de tous les suicides parce que malheureusement, la direction d'Orange ne communique pas ou très peu là-dessus. Elle essaie même plutôt d'être assez opaque sur cette question-là. Donc on a, nous, recensé en tant qu'organisation syndicale, 26 suicides dans la période 2022-2024. Sachant qu'à Orange, aujourd'hui, en 2023, il y avait 63 000 salariés. Qu'à l'époque de l'époque Lombard, donc la précédente vague de suicides, il y avait 105 000 employés. Et il y a eu 35 suicides dans une période de 3 ans comparable. Donc on est exactement dans les mêmes proportions, voire même légèrement au-delà de la proportion du nombre de suicides de l'époque précédente. Donc ce qui rend les choses beaucoup plus complexes, c'est que la plupart des salariés se suicident à domicile maintenant. Le télétravail est massif. Ça, c'est une différence donc, par rapport à il y a eu beaucoup de suicides qui avaient eu lieu sur le lieu de travail à l'époque. Et ce qui rendait le phénomène beaucoup plus facile, on va dire, à médiatiser et l'interprétation beaucoup plus simple à faire. Alors qu'aujourd'hui, avec le suicide à domicile, aujourd'hui, il n'y a eu que 3 suicides qui ont été reconnus en accident de travail dans cette vague récente. Parce que la direction de l'entreprise fait en sorte qu'il n'y ait pas de déclaration. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations qui sont faites, on va dire, dans des cas particuliers comme celui de Philippe, parce qu'il y a une proximité, on va dire, des représentants du personnel dans certaines équipes, l'équipe de Philippe, et les familles. Mais sinon, c'est compliqué de faire qu'il y ait ces démarches-là qui soient faites. Marie Peset, justement, à propos de sémiotique, de symbolique du suicide, vous distinguez différentes formes de suicide. Quand même sur ce qui est dit, parce que c'est pas à l'entreprise de vouloir ou de pas vouloir déclarer en accident du travail un suicide. Vous savez qu'un salarié ou un fonctionnaire peuvent déclarer leur propre accident du travail quand l'entreprise ou l'administration ne veulent pas le faire. Sur le site Souffrance et Travail, vous avez des lettres toutes préparées pour envoyer à la caisse de la CPAM ou bien... Souffrance et Travail, c'est la plateforme que vous avez cofondée. C'est quand même important de rappeler qu'il ne faut pas attendre que la direction accepte la pathologie qu'elle déclenche. Donc c'est plutôt aux ayants droit. Il y a un guide qui a été construit par le professeur Danielou et par Michael Prieux, qui est devenu le guide officiel de la CPAM, qui est en ligne aussi sur Internet et sur notre site, bien sûr. Il y a la définition même de ce qu'est l'accident du travail. Et donc, même à domicile en télétravail, vous êtes sur le lieu de travail. Un malaise pendant une visio, c'est un accident du travail. Donc, un suicide à domicile, en télétravail, c'est de fait, juridiquement, un accident du travail. Il n'y a pas à démontrer, c'est à la direction de démontrer l'inverse. Alors oui, vous évoquiez la sémiologie. Tout de suite, déjà voilà, une approche proactive. On y reviendra absolument. Vraiment. Vous distinguez différentes formes de suicide qui peuvent être qualifiées en accident du travail. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'un point de vue de par quoi passent les personnes ? À quel moment on se dit qu'il ne reste plus rien d'autre à faire ? Alors ça dépend justement de leur parcours intérieur. Vous avez ce qu'on appelle des suicides noirs, c'est-à-dire des gens qui ont des pathologies dépressives préexistantes, mais qu'on met dans des situations absolument invivables et qu'on peut par exemple humilier dans une réunion publique et qui vont se lever et aller tenter de se tuer dans leur bureau. Eh bien, comme le dit très bien le magistrat, si la faute liée au travail peut être mise en avant, même si elle n'est qu'à 10% en cause dans le passage à l'acte suicidaire, c'est un accident du travail. La faute liée au travail, dit le magistrat avec son jargon un peu abscon, n'a pas à être déterminante, c'est-à-dire à 100% la cause du suicide. Il suffit qu'elle puisse être identifiée. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui a eu des passages de délire schizophrénique, par exemple, qui est compensé, qui n'en fait plus,
et qui tout d'un coup va se mettre à avoir des hallucinations après une injure pendant une réunion et va tenter de se tuer, et ce sera reconnu en accident du travail parce qu'il y a le fait précis, l'injure publique, et le passage à l'acte dans le bureau. Vous avez et je pense qu'on peut qualifier ceux de France Télécom de l'époque, les suicides rouges, c'est-à-dire que j'en ai vu beaucoup à l'époque puisque je créais la consultation souffrance et travail depuis 98. Donc j'ai vu beaucoup de salariés et de fonctionnaires de France Télécom et aussi les pratiques qui étaient mises en œuvre pour les isoler. C'est une pathologie de la solitude, le suicide, hein. C'est pas une pathologie de surcharge comme le burn-out. C'est quelqu'un qui est le dos au mur, qui n'est pas défendu suffisamment et qui ne sait plus comment faire dans la partie étroite de l'entonnoir et qui peut tout à fait se dire, si je m'immole sur le parking de l'entreprise, ils vont comprendre ce qui se passe. La preuve que non, puisque ça recommence. Et puis vous avez ceux qui m'inquiètent le plus, parce que ce sont tous ces salariés fatigués, épuisés, cognitivement détruits, surtout que Orange, j'y ai donné des formations à vos assistantes sociales. J'ai pas tenu plus de 24 heures sur votre site, hein. C'est orwellien, hein. Tout est numérique, tout est connectif, c'est insupportable et épuisant sur le plan cognitif. Ce sont tous ces gens qui, comme vous le disiez, ne connaissent pas toutes les stratégies médicales et administratives et juridiques, et qui, sur le quai du métro, se rendant à Issy-les-Moulineaux, peut-être se diront moi, je veux juste que ça s'arrête. Cette phrase-là, on l'entend dans les consultations. Je voulais juste que ça s'arrête. C'est pas que je suis déprimée, c'est pas que j'aime pas la vie, mais je sais pas comment m'en sortir. Je veux que ça s'arrête. France Culture, les pieds sur terre, mars 2010. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Tous les mois, si je mangeais, je ne gardais pas les repas. Donc en fait, je me suis senti atteint dans ma structure humaine. Et en fait, là, j'étais en rejet total même de ma personnalité. J'avais été, comme on dit, décervelé. Et puis à un moment donné, l'esprit de fuite, de vouloir partir à tout prix. Et quand les portes se ferment les unes après les autres, bah, en fait, vous n'avez plus qu'une porte de sortie, voilà, c'est tout. Puis 10 jours plus tard, j'ai glissé complètement. Voilà. Et donc, il faut connaître les outils, effectivement, qui permettent aux gens, s'ils ont fait une crise de nerfs, une crise de larmes, s'ils ont été bouleversés à la suite d'un événement managérial ou organisationnel, il faut qu'ils sachent que ça peut être déclaré en accident du travail, qu'en 2019, il y a eu 10 000 AT pour lésions psychiques, ce qu'on appelle l'ESA, et que c'est une invention des médecins conseils eux-mêmes. On y reviendra absolument. Une réponse de Christophe Cariou. Bah, sur l'épuisement, effectivement, il y a quand même, il y a un vrai sujet aujourd'hui à Orange. Je pense que c'est pas l'apanage d'Orange, mais il y a effectivement des baisses d'effectifs qui sont massives, hein, dans les services et qui se font de manière un peu soit erratique, parce que c'est les départs en TPS, donc c'est des retards en pré-retraite, donc il y a des postes qui sont supprimés et qui sont pas remplacés. Donc ça, c'est quand même c'est une source majeure de surcroît de travail, hein, pour les équipes. Et quand les équipes sont plus en mesure d'assumer cette charge de travail, il y a la délocalisation, ou parfois il y a une délocalisation. Donc il y a d'abord une surcharge de travail, et ensuite une délocalisation. C'est-à-dire qu'il y a la perte de sens au travail, elle peut être totale pour les gens qui sont très impliqués sur leurs activités. On est sur des métiers très techniques. Souvent, à Orange. Aujourd'hui, à Orange, c'est deux tiers de la population d'Orange, c'est des cadres. Donc, des métiers très techniques. Et le fait de supprimer... et souvent, enfin, on va dire le lien avec l'époque Lombard, ça n'a jamais vraiment été différent dans Orange, c'est que les suppressions se font de manière assez brutale. Donc, sans laisser autant aux gens de se retourner, sans pouvoir vraiment assumer la transition vers des nouveaux métiers qui sont aujourd'hui, effectivement, on est dans une entreprise qui est en pleine mutation. Et l'accompagnement, par contre, lui, il est pas suffisant. Et donc ça peut créer un profond désarroi
Et on rencontre des gens. Moi, j'avais jamais eu autant de personnes à venir me voir personnellement pour dire ça va plus, j'arrive plus. Enfin, on est dans une entreprise qui engendre de la souffrance aujourd'hui. Sophie Labrune, vous l'avez suivi syndicalement, cette affaire des suicides à France Télécom à l'époque. Tout à fait. On ne va pas retracer toute cette affaire qui a déjà été beaucoup traitée et bien racontée à de multiples reprises. Quel parallèle néanmoins vous, ou quelle différence aussi vous voyez avec la situation actuelle ? En fait, je pense qu'il n'y en a pas. La différence à l'époque, c'est que dans les 22 000 suppressions d'emplois, c'était à 90% des cas des fonctionnaires. Et une entreprise qui venait d'être privatisée, une administration qui... Alors déjà, de passer d'administration à entreprise privée, il y a une perte de sens, parce que même si on ne devient pas fonctionnaire par vocation, on a quand même une certaine idée du métier, et je parle bien de métier. Et à l'époque, on obligeait les gens, sans leur demander leur avis, de changer de métier. Par exemple, quelqu'un pouvait poser des lignes téléphoniques et du jour au lendemain se retrouver à vendre du téléphone. Et c'est pas le même métier. Ou alors la délocalisation, fermeture de site, et Manu Militari, on les envoyait sur un autre site. Bon voilà. Ça, quelque chose qui était central dans ce qui s'est passé, c'était cette volonté délibérée de réduire un plan délibéré de réduction des effectifs et de pousser les gens vers la sortie en dégradant les conditions de travail. Sauf erreur de ma part, actuellement, on n'a pas la preuve de ça. Alors, je vais nuancer le propos. En tout cas, pas de façon explicite. Voilà, je termine sur cette époque-là. C'était aussi l'époque où les gens, on les incitait vivement à changer d'administration, de changer. Et j'ai des collègues que je connais qui sont partis comme instituteurs. Ils avaient le niveau. Sauf qu'ils n'étaient pas instituteurs, ça a été une catastrophe. Mal accueillis par l'équipe recevante et puis complètement démunis face aux élèves, quoi. Donc des choses, et j'en ai à raconter, donc je vais arrêter là. Par rapport à aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les dirigeants de France Télécom, comme dans les autres entreprises, ont tiré les enseignements de ce qui s'est passé en 2008. Ils continuent à faire la même chose, mais en y mettant alors les formes... en mettant en place des salles de repos, des baby-foot, des relax, en faisant croire, en fait, on jette de la poudre aux yeux, sauf que le fond du problème, et je reviens sur ce que Marie disait tout à l'heure, le vrai problème, c'est l'organisation du travail. Et en tenant compte des qualifications des personnes et de leur appétence, et ce qui n'est pas le cas. Et ce n'est toujours pas le cas. On s'en fiche. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une volonté d'individualiser les cas en disant ce sont des gens qui ne vont pas très bien et ils mettent fin à leur jour, et d'enlever l'aspect organisationnel? Ça, c'est clair. D'autant que, comme le disait tout à l'heure Christophe, la plupart des suicides aujourd'hui, on parle d'Orange, mais c'est pareil à la Poste, la plupart des suicides aujourd'hui se passent au domicile. En télétravail. En télétravail. Donc, dans le contrat de travail. Et on est d'accord, et c'est pour ça, moi, j'ai noté Souffrance votre site, là, parce que ça m'intéresse vivement, parce que, justement, l'entreprise, elle essaye de jeter le trouble. Bah oui, mais enfin, il était chez lui, il était bien. Non, parce que quand on est chez soi, en général, quand on demande le télétravail, c'est du repli sur soi. C'est parce qu'on ne supporte plus, voilà. C'est pas l'entreprise qui décide, c'est le magistrat. Non, on est d'accord. Je ne remets pas en cause. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien le trouble qu'ils jettent dans nos têtes et dans la tête des salariés, et la difficulté que nous avons en tant que syndicalistes à faire comprendre aux salariés que c'est pas inéluctable et que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Je pense que c'est important de rappeler que si on n'avait pas glissé de l'obligation de sécurité qu'a l'employeur, de protéger la santé physique et mentale des salariés, loi de 2002 très puissante, à la QVT, la qualité de vie au travail, c'est-à-dire le baby-foot dans la salle amiantée, on n'en serait pas là. Parce que les organisations du travail, chaque année, les inspecteurs du travail les décrivent, on les connaît bien. C'est complexification des tâches, intensification du travail, l'implosion cognitive à cause du numérique, qui, au lieu de faciliter la vie, rajoute du reporting inutile. C'est l'évaluation individuelle et pas collective qui fracasse les collectifs. C'est aussi, bien sûr, un travail qui est financiarisé,
qui est donc parcellisé et qui perd son sens, qui est souvent exécuté en mode dégradé. Et quand on est dans un pays qui aime le travail, comme l'est la France, faire du travail en mode dégradé, rentrer chez soi le soir et pas être fier de ce qu'on a fait, c'est une perte de sens terrible. En 2019, la DARES donnait des chiffres de l'enquête Sumer très précis. 47%, la moitié donc, des salariés français ont une souffrance éthique au travail parce qu'ils font du sale boulot. Ils ne font plus le travail comme ils avaient l'habitude de le faire. Donc brader la qualité française n'est pas une très bonne idée, sauf pour les dividendes des actionnaires, bien évidemment. C'est exactement ça. C'est le Wall Street Management. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est pas tellement différent à l'époque. Sophie Labrune, comme vous avez mentionné la Poste, peut-être un mot sur ce qui se passe à la Poste également. Alors, à la Poste, au niveau des suicides, on n'a pas de recul. En revanche, sur les burn-out, c'est une catastrophe. C'est pour les raisons aussi qu'évoquait Marie, surcharge mentale, perte de sens au travail. On nous retire le travail, notamment chez les cadres. Aujourd'hui, je connais des cadres, des managers, ils vont au boulot, ils n'ont rien à faire, on ne leur donne pas l'information, donc ils sont incapables de travailler et on les accuse d'incompétence parce que n'ayant pas l'information, ils ne peuvent pas communiquer. Et du coup, ça génère... alors, on en arrive... Ouais, encore une fois, je ne peux pas parler de suicide, je ne suis pas capable d'en parler de ça. Mais le burn-out, oui, ça c'est sûr. Alors, c'est embêtant d'utiliser ce mot-là. Vous voyez, il est dans toutes les bouches, il veut tout et rien dire. La classification internationale des maladies en fait un syndrome uniquement lié au travail. C'est un anglicisme qui est plus facile à utiliser que la classification qu'on utilise, pathologie de surcharge. Donc, oubliez le burn-out et faites ce que les médecins conseils demandent. Il faut passer du temps à persuader vos salariés qu'il faut être efficace, qu'il faut aussi, plutôt que se déclarer en maladie professionnelle, attraper un incident, un malaise devant témoin pour être déclaré en accident du travail, puisque ce sont les médecins conseils eux-mêmes qui ont inventé cet outil. Donc il faut ruser, plutôt qu'être sur des banderoles qui sont tout à fait inefficaces actuellement. Justement, Christophe Cariou, il se trouve que chez Orange, il y a un suivi depuis une dizaine d'années maintenant en termes de stress notamment. Qu'est-ce que vous observez auprès des salariés actuellement ? Alors déjà, je voulais juste préciser une chose, c'est que par rapport aux accidents du travail reconnus pour le télétravail, donc le cas par exemple du collègue concerné, il était en arrêt maladie, il n'était pas en télétravail, et il y a beaucoup de salariés qui se suicident à domicile alors qu'ils ne sont pas en période de télétravail, mais sur des pathologies quand même qui peuvent être liées au travail. Oui, mais on peut tout à fait construire le dossier et le classer en AT, ça pose aucun problème. Je vous rappelle, parce que vous l'avez souligné, que nous sommes le seul pays en Europe qui a reconnu le harcèlement institutionnel, organisationnel, grâce, entre guillemets, au procès France Télécom. Et nous sommes le seul pays en Europe où la définition du harcèlement moral, c'est pour objet, c'est-à-dire volontairement abîmer les gens, ou pour effet, c'est-à-dire mettre en place un management qui n'est pas volontairement à visée pathogène, mais qui entraîne quand même la destruction de la santé. Le ton a été donné dès l'ouverture de l'audience. France 24. Avec ces mots prononcés par la présidente de la Cour qu'elle a empruntés à La Fontaine. 20 décembre 2019. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient touchés. En reconnaissant coupables de harcèlement moral les 3 principaux prévenus, la Cour donne un jugement qui fera date puisqu'elle fait une interprétation extensive du délit de harcèlement moral. Elle reconnaît un harcèlement managérial, un harcèlement institutionnel qui s'applique au cadre collectif de l'entreprise et s'inscrit dans une stratégie réfléchie et généralisée. Donc il faut revenir vers la définition. Vous êtes actuellement dans un management qui est pathogène et qui va produire des décompensations et des suicides et des tentatives de suicide. Donc il faut les déclarer en accident du travail. C'est à cet aspect structurel justement et d'organisation du travail que je voulais venir. Christophe Cariou, je vous laisse reprendre. Oui, donc en fait, depuis la première crise des suicides, je parle de première crise des suicides, même si on n'est pas tenté, enfin si la direction refuse le terme de deuxième crise des suicides, parce que pour nous on y est en tant que syndicaliste. Moi
vu les chiffres qui sont aujourd'hui connus, on est quand même dans ce cas-là, même si le discours, par rapport au discours de l'époque, est assez différent. À l'époque, il y avait vraiment un discours qui était très, justement, par la porte ou par la fenêtre, qui était très frontal et violent. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pareil de jolis mots humains, mais derrière, la réalité est quasiment la même. Et d'ailleurs, donc, depuis cette époque-là, il y a une enquête qui est faite tous les 3 ans par un cabinet indépendant. Depuis les 2 dernières fois, c'est le cabinet Secafi qui le fait. Bon, et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les questions qui sont posées sont comparables, sans être strictement identiques depuis le début. Donc, ce qui permet d'avoir un état des lieux, on va dire, de l'état social d'Orange. Et là, on voit bien qu'il y a un affaissement des résultats, une dégradation il y a 6 indicateurs. Et sur les 6 indicateurs, il y en a 5 qui sont en dégradation. C'est quel type d'indicateur? C'est l'intensité, temps de travail, exigence émotionnelle, autonomie au travail, rapports sociaux au travail, conflit de valeurs, insécurité de la situation de travail. Pas des indicateurs, sont les critères de Golac. C'est des indicateurs quand même. Et la complexité de l'organisation, est-ce que c'est quelque chose qui est... La complexité de l'organisation, non, n'est pas prise en compte dans ce... Ça transparaît dans ces critères. Ça va avec le premier critère. Voilà. Est-ce qu'on a le temps de faire correctement son travail? Si c'est complexe, on n'a pas le temps. Christophe Caron. Et celui qui s'est dégradé le plus, c'est l'insécurité de la situation de travail. Aujourd'hui, dans l'entité à laquelle je suis, il y a 59% des salariés qui estiment que leur emploi est menacé. Donc dans une entreprise comme Orange, avec une moyenne d'âge donc dans l'entité globalement de 51 ans, on a ça fait partie, c'est l'insécurité du travail, fait partie de la dégradation, donc avec la perte de sens. C'est pour moi les deux, on va dire, deux principaux. Ça génère du désespoir, quoi. C'est la peur. De la peur, la peur. Et c'est vrai qu'on a, avec l'individualisation et avec le télétravail, on a quand même, nous, en tant que syndicat, on a du mal, et je dois le dire, on a du mal à pouvoir faire en sorte que les salariés se mobilisent. Et c'est un élément qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont seuls, parfois chez eux, devant une situation de travail dégradée. Et est-ce que vos médecins du travail se mobilisent et font des alertes? Oui. Et vous pouvez faire des alertes aussi. C'est ce qu'on fait aussi, mais le fait est que les médecins du travail, donc nous on a une médecin qui était une médecin référente, je suis dans une entité où il y a à peu près 6000 salariés, et la dernière médecin référente a démissionné. C'est un signe. A démissionné et a dit en CSE, au moment de sa démission, qu'elle démissionnait, qu'elle ne pouvait pas faire de prévention primaire dans cette entreprise. Donc c'est des signaux forts. Ils ont tous les médecins du travail qui étaient sur l'Île-de-France ont démissionné en 2 ans. Perspective. Clément Olivier. Sophie Labrune, je voudrais justement vous entendre sur cet aspect de syndicalisme spécifique et la difficulté d'organiser les cadres dans des entreprises comme ça, qui se retrouvent à penser qu'ils ont un devoir de loyauté. Voilà, ils sont... En fait, on a une culture très individualiste chez les cadres qui est inculquée par le patronat, et on a une grosse difficulté à les faire sortir de ce devoir de loyauté. Et pourtant, nous, au niveau de l'Union fédérale des cadres, ça fait maintenant 5 ans que nous envoyons des consultations. Alors, puis à chaque fois, on s'améliore. Là, la dernière fois, on a touché 45 000 cadres de la Poste, c'est-à-dire tous les cadres, quoi. Et on a un taux de réponse impressionnant. Et ce qui veut dire que chez les cadres, il y a une attente et ils ont besoin de parler, ils ont besoin de s'exprimer. Je donne juste quelques exemples. Mon métier, c'est une coquille vide, c'est devenu une coquille vide. Je manque de moyens, je suis en surcharge de travail, je suis en surcharge mentale, j'ai un problème d'éthique. Et ça, j'ai pris les plus symptomatiques, les plus récurrents. C'est ce que dit la DARES en 2019. Non, mais éthique. Il n'y a pas de hasard en même temps. Je veux dire, voilà. Et en fait,
on se rend compte d'une chose, c'est que ces gens-là, alors je vais parler de la CGT, on a du mal, nos camarades ont du mal à aller rencontrer les cadres parce que, voilà, c'est un truc un peu bizarre, quoi. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a vraiment une attente. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à les rencontrer, à les écouter, discuter avec eux et arriver à les organiser parce qu'il n'y a que collectivement... avant qu'on en arrive à ces situations de travail dégradé et tout ça, il faut qu'on arrive à s'organiser collectivement pour agir sur l'organisation du travail et avoir des organisations du travail qui permettent de retrouver du bien-être au travail et du sens au travail. C'est terrifiant. Moi, quand je suis allée à la Poste la semaine dernière, j'ai rencontré des collègues que je connais, hein. Ils me disent, mais je suis plus informée de rien, je peux pas répondre aux clients, je suis plus au courant, parce qu'on sait que le bureau va fermer. Il le sait, il sait qu'il est dans la charrette, il a 60 ans. Et donc, il sait qu'il aura dû... Parce qu'en plus, à la Poste, il faut repostuler dans sa propre entreprise. Donc voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a évolué depuis l'époque où ces salariés étaient des fonctionnaires, jadis ? Je ne sais pas s'il y avait cette perte de sens. C'était, je ne sais pas comment dire. En 2008, ça a même commencé avant. Hein, parce que déjà, en 2004, on était au courant de cas de suicide à France Télécom. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, la partie transformation de l'entreprise, administration SA, c'est un tsunami quand même. Hein. Une ESA qui a que des fonctionnaires, c'est quand même pas banal, quoi. Hein. C'est hybride, quoi. Ouais, mais en plus, il y a eu des luttes. On était très fiers d'avoir réussi à garder le statut de fonctionnaire. Donc, mais le patronat, lui, il a par la porte ou par la fenêtre, hein, ça a été dit. C'était tellement brutal. La perte de sens au travail, à cette époque-là, elle était brutale. Organisée et c'était brutal. On te changeait de poste sans te demander ton avis, on te changeait de métier sans te demander ton avis et sans tenir compte de tes appétences, de tes qualifications. Là, aujourd'hui, c'est plus soft, je ne sais pas si c'est le bon terme. Hein. Parce que c'est plus diffus, c'est plus feutré. C'est feutré. C'est plus feutré. Mais c'est le même mécanisme. Mais c'est le même mécanisme et ça répond aux mêmes enjeux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les boutiques Orange, c'est sous la convention collective d'Orange, de Télécom, pardon. Donc, une convention collective de haut niveau. Hop, on transforme ça en filiale, la GDT, qui est sous la convention collective du petit commerce. Bah, c'est pas du tout les mêmes salaires, ni les mêmes... voilà. Aujourd'hui, en France, tout ce qui est centre d'appel... c'est de plus en plus délocalisé, notamment au Sénégal et puis en Tunisie. Et ils ont même mis en place des intelligences artificielles qui gomment les accents, ce qui fait que quand vous téléphonez, vous ne savez pas que vous tombez au Sénégal, par exemple. Alors heureusement, on a, avec Orange Monde, on s'organise internationalement, on a des liens très étroits avec nos camarades, notamment tunisiens et sénégalais, pas que, hein, mais c'est... voilà. Et on essaye de travailler à tirer vers le haut, bien sûr, les salaires, etc. On est sur les gains de productivité à tout prix, au détriment de l'individu, quel que soit l'endroit du monde. Quoi, voire en termes de sens au travail, d'après ce que vous dites, au détriment de la mission même de l'entreprise. Marie Peset. Moi, j'ai juste envie de vous dire qu'il ne faut pas courir derrière le train de la financiarisation, parce qu'ils ont gagné, et qu'il faut plutôt investir de nouvelles armes, hein, qui sont des armes plus juridiques. Vous savez que pendant l'arrêt maladie, les médecins conseils autorisent désormais celui qui est arrêté à faire un bilan de compétences, une formation, un essai encadré dans une autre entreprise. Donc, il faut réinvestir l'arrêt maladie qui est souvent vécu comme une défaite et comme une fragilité. Il faut le réinvestir comme une période de stratégie et comme une arme contre l'entreprise. Je voulais vous entendre là-dessus, justement, parce que vous avez deux CGTistes en face de vous. Ça peut être vu comme défaitiste. Non, pas du tout. Et je voudrais vous entendre sur les outils qui sont à disposition. 80% des patients du réseau retrouvent du travail. Ceux qui n'en retrouvent pas sont en invalidité de type 2, sont souvent des cadres avec des prévoyances, donc ils survivent très bien. Notre souci, c'est la centralité du travail, que les gens puissent être fiers du travail qu'ils exécutent tous les jours. Et donc rester à Orange pour mal travailler, c'est pas une fin en soi. Quand on va très mal, on ne voit plus d'issue.
Donc il vaut mieux être arrêté, se reposer, être pris en charge par des médecins et des spécialistes, puis quand on va mieux, utiliser ce que les médecins conseils ont mis en place. On fait le bilan grâce au compte formation, on fait la formation pendant l'arrêt maladie, et puis on fait un essai encadré pour voir si on arrive à reprendre le travail, et puis on coupe le contrat et on trouve un job ailleurs. C'est parce qu'autrement, vous continuez à courir derrière une direction qui de toute façon est dans la grammaire chiffrée, puisque c'est ce qui régit le monde du travail partout, ce qui régit le monde hospitalier, ce qui régit la police. Pourquoi il y a autant de suicides à cause du New Public Management ? Parce que justement, cette grammaire chiffrée... Il faut rappeler ce que c'est que le New Public Management, c'est-à-dire le fait d'appliquer de la gestion d'entreprises privées à des missions de service public. Que ce soit à l'hôpital, dans la police, dans la magistrature, ou bien comme c'était le cas chez France Télécom, où il y avait une école interne pour virer les gens. Il ne faut pas oublier de le rappeler. Les cadres touchaient des bonus pour que les fonctionnaires s'en aillent. Il ne faut pas omettre cette partie active de participation tout de même. Ce qui est inquiétant actuellement, et peut-être c'est le message que les chefs d'entreprise entendront, c'est que dans les consultations depuis 4 ou 5 ans, ce sont les cadres sup, les cadres dirigeants, les chefs d'entreprise, les directeurs d'hôpitaux qu'on reçoit. Parce que même eux disent, tout ce reporting à l'infini, ça n'a plus de sens. Être sans cesse en train de vérifier ce qu'on fait perd le sens de notre travail. Donc, c'est plutôt le fait que les, entre guillemets, j'ai autant de respect pour les femmes de ménage que pour les patrons d'entreprise. J'ai trop travaillé avec Fatima El Ayoubi, dont on a fait un film qui s'appelle Fatima, pour ne pas respecter leur travail. Mais si c'est l'élite de la nation, avec beaucoup de guillemets, qui est abîmée, il est temps de se réveiller et de faire quelque chose. Les managers de projet, par exemple, chez vous, ils ont un cerveau grillé en 6 mois. Parce qu'on ne peut pas coordonner 6 projets en même temps. On perd son cerveau cognitif. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire passer des bilans neuropsychologiques à vos adhérents pour qu'on mesure leur état cognitif et que si leur mémoire de travail est abîmée, alors vous pouvez faire reconnaître l'atteinte à la santé liée à l'organisation du travail. Je pense que vous n'utilisez pas assez les outils médicaux, les outils scientifiques, et qu'il faut les investir comme des outils de bataille. Notamment, Marie Peset, le CITIS, CITIS, c'est-à-dire le congé pour invalidité temporaire imputable au service. Voilà, qui a été créé il y a 2-3 ans et qui est l'équivalent de l'état de stress aigu, l'accident du travail dans le droit de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire qui fait un malaise au travail devant des témoins, toujours, va déclarer lui-même son CITIS, mais ça, il suffit d'aller sur le site Souffrance et Travail dans le guide du travailleur pour avoir les CERFA, les liens vers les CERFA nécessaires pour déclarer. Et c'est à l'administration de démontrer que ça n'a pas de lien avec le travail. Donc la novlangue managériale, j'en mesure encore aujourd'hui l'efficacité. On a l'impression d'un embrigadement, ce que dit la direction est la vérité. Non, c'est ce que dit la loi qui s'applique. C'est pas ce que dit la direction d'Orange. C'est au bout du bout, le magistrat, y compris devant le tribunal de la sécurité sociale. Je ne parle pas d'aller au pénal ou d'aller au prud'homme. Je vous parle d'aller à la faute inexcusable de l'employeur, surtout dans les cas de suicide. Restez sur la sécurité sociale et travaillez ces outils comme des armes d'attaque et pas comme des replis pour gens fragiles. Les gens qu'on étiquette comme fragiles, on les appelle les sentinelles. C'est ceux qui, dans un service, craquent en premier tellement ça va mal. C'est ceux qui sont le plus attachés au travail bien fait. Et donc, on devrait avoir une approche systémique. Quand il y a un suicide dans un service, comment vont les autres ? Dans quel état sont-ils ? Est-ce que vous utilisez le Karasek pour vos études ? Est-ce que vous utilisez le test de propagation du burn-out qu'on a créé avec nos patients en ligne sur le site pour mesurer où ils en sont? S'ils ont dépassé la 3e page, il faut qu'ils se soignent. Les outils médicaux existent, même si vous n'êtes pas des médecins et pas des psychiatres, il faut vous les approprier, parce qu'ils fonctionnent très bien. Et il faut rendre hommage aux médecins conseils qu'on critique beaucoup, parce qu'il faut le rappeler, la caisse AT-MP rend de l'argent à la caisse maladie ordinaire chaque année, tellement elle est bénéficiaire, tellement on sous-déclare les AT et les MP. Donc il me semble que l'autoroute devant, elle est très claire et très visible.
Sophie Labrune, de votre côté aussi des outils syndicaux, notamment des outils de l'UGIC, le sociomètre, des psychosociaux. Je pense que ce que vous dites, ça ne s'oppose pas avec l'action qu'on mène. Je pense qu'il faut qu'on agisse avant que les gens ils tombent malades, en fait, justement. Après, quand ils sont malades, effectivement, faut les accompagner et ne pas les considérer comme gens fragiles. Ça, je partage bien aussi. Donc, s'approprier ces outils-là, il n'y a pas de souci. Mais l'action syndicale collective et discuter avec les salariés pour les amener à s'organiser collectivement, je pense que c'est une force qu'on a du mal. Hein. On a vraiment du mal, hein. Ça on est bien d'accord. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on laisse tomber cet aspect des choses. Alors nous, on a effectivement mis des choses en place qui sont simples, hein. Pour voir où on se situe. Notamment, on a le sociomètre de l'encadrant où on regarde... Oui, il faut nous décrire ce que c'est. Oui, voilà. En fait, c'est un petit peu comme le violentomètre sur les agressions sexuelles et sexistes. C'est-à-dire qu'en fonction de où c'est un papier cartonné qui a le format d'un marque-page. Comme un marque-page. Vous regardez dans quelle catégorie vous pensez être. Et en fonction de la couleur, vous voyez à quel point vous êtes en souffrance au travail et qu'il faut faire quelque chose. Qui est un nuancier du vert au rouge. Voilà, ça part du vert, ça finit au rouge. Je vous rappelle qu'il faut empêcher le risque d'advenir et la santé d'être altérée. Donc en fait, il ne s'agit pas de dire quand je suis dans le rouge, il faut que je fasse quelque chose. On est bien d'accord, c'est pour ça. Il faut informer des droits le plus précocement. On va laisser Sophie Labrune poursuivre. On est bien d'accord, il faut agir avant. Il faut être dans le primaire, hein, comme tu dis, hein, ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos entreprises. Hein. Donc il y a le sociomètre, voilà. Excusez-moi, je suis un peu... et puis on a aussi un autre outil qui a été mis en place, c'est le mémento, faire face à un suicide ou à une tentative de suicide en tant que représentant des salariés. Et mine de rien, c'est vachement important parce que ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas préparé au suicide. On sait qu'ils existent, on sait qu'il y a du mal-être au travail, mais on n'y est pas préparé et on est souvent complètement démunis, quoi. Je veux dire, alors état de sidération, je pense que c'est pas un mot trop fort. Et ces mémentos-là, ils valent ce qu'ils valent, mais il est là et c'est quand même un outil. Alors après, on va regarder. Enfin, moi, je connaissais pas votre site, on va y regarder. Mais voilà, ces choses-là... C'est aussi de cette émission. Voilà, non mais exactement, on s'enrichit. Vous savez que j'ai formé vos assistantes sociales à la demande de la direction. Hein. Toutes les assistantes sociales d'Orange ont été formées par nous. Hein. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc en fait, voilà, ça a le mérite d'exister. C'est quand même une aide. Hein. Voilà, après, il faut qu'on creuse, évidemment. Mais je pense qu'il faut qu'on mette en tas toutes nos forces. Hein. Ce que vous dites et ce que nous on dit, quoi. Surtout que ça ne se voit pas. La personne qui ne va pas bien ne le dira pas. Elle aura peur que ça se voit. Elle aura peur de le dire à son manager. Et puis, c'est un peu comme les suicides du technocentre. Si on a mis si longtemps à retrouver le corps de celui qui s'était jeté dans le bassin central, c'est que les 6000 salariés du technocentre passaient sur les passerelles la tête dans le guidon et qu'il a fallu... qu'enfin, au bout de 48 heures, on voit le corps flotter. La surcharge de travail entraîne l'isolement. On est seul au milieu de la multitude des salariés d'Orange ou d'ailleurs. Et c'est très compliqué de détruire cet isolement. Les salariés l'appellent la ruche, le technocentre de Renault, où travaillent 12 000 personnes. BFM TV, mai 2011. C'est là qu'en octobre 2006, Antonio, un ingénieur de 39 ans, à bout, se suicide en sautant du bâtiment principal. Plus de 4 ans après les faits, la cour d'appel de Versailles confirme la faute inexcusable de Renault. Une première qui, pour l'avocate de la famille, doit faire évoluer l'organisation du travail. On s'est bien trop occupé de l'évaluation des résultats du salarié et on ne s'est pas préoccupé de la manière dont on parvenait à ce résultat. Sur l'aspect revendicatif, ça implique donc de revenir sur des années d'évolution de la gestion et du management et de financiarisation, Sophie Labrune. Oui, c'est ça. En fait, notre lutte, elle est de faire évoluer les entreprises pour aller vers un autre type de management et de respecter l'individu. Et il faut qu'on arrive à gagner des droits nouveaux, notamment avoir un pouvoir de décision que
les cadres notamment aient un pouvoir de décision sur la stratégie d'entreprise, parce que qui connaît mieux ce qui se passe sur le terrain que celui qui bosse sur le terrain ça, à l'heure actuelle en France, parce que là, je peux parler de la France entière, le management n'est pas du tout là-dessus. Le dernier rapport de l'IGAS parle de la mauvaise qualité du management français, c'est clair. Qui est loin du travail réel, qui ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. C'est ça. Sous les temps qu'on aura des écoles de cadres et que ce sera ça le truc absolu à faire à son enfant. Ça a été d'ailleurs une évolution de vos deux entreprises, de recruter de plus en plus de gens directement au niveau cadre, plutôt que d'en faire monter un certain pourcentage au fur et à mesure, et donc d'avoir à la fois une mixité sociale et puis des gens qui viennent vraiment Ils veulent plus de gens qui viennent du terrain, ils ne veulent plus de gens qui connaissent le métier. Tout est dit. Ils ne veulent que des gens qui sont sortis des écoles et qui ont une vision statisticienne et mathématique des affaires, l'aspect humain, et ils ne veulent pas de gens qui... Comment dire, quand on a eu une promotion professionnelle et qu'on connaît les personnes avec qui on a travaillé, on n'a pas la même approche forcément, et on a une connaissance métier. Bon, moi, je suis originaire de la Poste, donc je vais parler de la Poste. Quand on a été facteur et qu'on devient chef d'équipe, on connaît la problématique du facteur, et forcément, dans l'organisation du travail, on va en tenir compte. Ils ne veulent plus de gens comme ça, c'est clair. C'est partout pareil. Non, mais je donnais ça en exemple. Christophe Cario, un mot de conclusion. Sur le sujet, effectivement, il y avait un ascenseur social qui n'existe plus, ça c'est certain. Et le profil même... Cet ascenseur social interne de ces grandes entreprises. Moi j'ai connu des gens qui sont rentrés sans le bac à France Télécom, qui ont fini ingénieur. Aujourd'hui, ça, je pense que c'est quasiment impossible. Et il y a eu on est passé d'une entreprise qui avait un management type ingénieur à un management type école de commerce. Ça fait une différence aussi. Aujourd'hui, c'est même presque drôle, c'est que quand il y a des réunions avec l'ensemble du personnel, ce qui est présenté, c'est des chiffres. Et les gens, ce qu'ils attendent, c'est pas ça. C'est leur quotidien, c'est de savoir quelles orientations il va y avoir dans leur métier, quelle évolution il va y avoir dans leur métier. Et on leur présente ce qui est profitable, ce qui n'est pas profitable. Ça, bon. Enfin, on n'a pas de prise, les salariés n'ont pas de prise sur ces choses-là. Mais malgré tout, ça reste aujourd'hui le principal problème d'Orange, par exemple, que je connais quand même, c'est qu'ils versent 2 milliards de dividendes par an depuis tellement longtemps que ça permet plus d'investir dans les métiers, ça permet plus d'investir dans la recherche, ça permet plus d'investir globalement dans l'avenir industriel de l'entreprise. Et ça, c'est ressenti par tout le monde, et on arrive à un moment donné où ça craque. Et là, on est au moment où ça craque. Marie Peset, un dernier mot. Moi, je voudrais bien qu'au lieu de craquer, les gens s'arrêtent en maladie et sachent que cette parenthèse peut être la manière de rebondir sur un autre métier, qui ne sera pas un métier financiarisé, qui sera un métier qui aura du sens. Les 80% de patients qu'on tire d'affaires font tout à fait autre chose et font toujours un métier qu'ils voient au bout de leurs mains. Mais il nous faut bien des gens qui bossent dans les télécoms, Marie Peset, si mais bosser dans les télécoms, c'est pas faire des tableaux Excel, c'est réparer les réseaux, comme la grande coupure d'électricité qui vient d'avoir lieu. Le sous-entendu de ma question, c'est qu'il faut bien, si on prend le point de vue de la CGT qui est en face de vous, il faut bien changer ces entreprises. Je pense pas que cette bataille-là sera gagnée comme ça. Nous sommes loin derrière leur réussite. Vous savez, les 4 grands cabinets qui fabriquent ces organisations du travail, ils ont des docteurs en psychologie, des criminologues, des comportementalistes qui travaillent à la manière de bien manipuler les salariés et les cadres. Donc cette bataille-là, elle est perdue. Il faut, par les ruses et par les ruisseaux, essayer des solutions qui bloquent la direction. Sophie Labrune. Quand on est sur des cas individuels, il n'y a pas de doute. De toute façon, on ne va pas obliger quelqu'un à rester à Orange s'il est en souffrance et l'aider à trouver des solutions, évidemment. Mais je pense malgré tout que des entreprises comme Orange ou La Poste, je rappelle quand même qu'à l'origine, on était un service public, c'était le service public de la communication, quand même un petit peu. Je pense que plus personne ne le sait, ça. Je voudrais bien que vous soyez nombreux. Mais pour autant, on a... Comment dire ?
je pense que les salariés ont besoin et ont envie de retrouver la fierté de travailler pour des entreprises telles que La Poste ou Orange. Hein. Et je pense qu'on peut y arriver, alors forcément pas en restant dans son coin. Hein. Et je pense aussi que ce que vous proposez ne s'oppose pas à ce que nous on propose. Et pourquoi ne pas faire la grève du zèle qui démontrerait aux directions si vous saviez le nombre de fois où j'ai essayé de faire la grève du zèle ne serait à un facteur. Je lui dis, mais t'as fini ta tournée, t'as fini l'heure, tu rentres, tu ramènes la sacoche. Ah, il dit non, ça je peux pas, mes clients, ils auront pas leur courrier. Moi, je pense qu'il faut pas renoncer à la lutte collective. Et la lutte collective, elle doit avoir un objectif, c'est de redonner du sens au travail, de changer l'organisation du travail, pour arriver à une organisation du travail où les gens sont heureux d'aller travailler et heureux d'être utiles dans une société. Le travail, au départ, c'est ça. Ça n'est que ça, oui. Et effectivement, aujourd'hui, l'individualisation du travail a mené à la situation dans laquelle on est. Et je pense qu'il faut recollectiviser les relations au travail. Par la lutte, sans doute. C'est une bonne... Allez, moi j'étais très heureux de vous recevoir malgré la gravité de ce sujet. Merci à vous trois, Marie Peset, Sophie Labrune et Christophe Cariou. Merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là. À la technique, c'était Sébastien Ramage. Et comme toujours, cette émission ne dépend ni de la publicité, ni de vos dons. Si vous voulez soutenir sa diffusion, abonnez-vous. Si vous voulez la soutenir financièrement, syndiquez-vous. Salut.